Wesh YouTube, comment vas-tu? Aujourd'hui, je reviens dans ce J'ai lu quoi naturellement pour te parler de mes dernières lectures. On est encore sur un pavé de mes lectures de l'hiver. Il ne m'en reste qu'un, je crois que j'avais mis dans la sélection, mais je pense le lire au printemps. Et pour éviter que je ne m'étale sur d'autres choses et que cette intro dure 1000 ans, on va commencer tout de suite. Le premier livre dont je te parle aujourd'hui, c'est La Reine Margot de Dumas, que j'ai lu en lecture commune avec Jessica de la chaîne Je peux pas, j'ai Litté Culture. On avait lu La Horde du Contrevent ensemble, d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est quelqu'un avec qui je prends énormément de plaisir, toujours à partager mes lectures communes, et pas que, d'ailleurs. Mais voilà, Jessica, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. La Reine Margot, je lui ai mis un 3,8 sur 5, quasi un 4. Franchement, je chipote avec mes notes, mais c'était une excellente lecture, tu te doutes. C'est pas un énorme coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment. On est ici en 1572, au lendemain du mariage de Henri de Navarre protestant et Marguerite de Valois, surnommée Margot, qui elle, tu te doutes, est catholique. Leur union, elle est bien évidemment politique et elle a pour but d'essayer de souder les liens entre catholiques et protestants. Pourtant, très rapidement survient l'un des événements les plus tragiques de cette période de l'histoire, le massacre de la Saint-Barthélemy. Et c'est dans ce contexte politique extrêmement tendu, tu te doutes, qu'on va suivre différents personnages, naturellement Marguerite, mais aussi Henri, donc le futur Henri IV, qui va tenter de faire sa place et de se sortir des intrigues qui veulent sa chute, et puis surtout deux personnages plutôt atypiques, le comte de la Mole et Annibal Coconas. On va assister à la naissance de leur amitié, pas comme les autres, de ce qui va les déchirer, aussi de ce qui va les souder, et principalement leur amour pour deux femmes, l'une d'elles étant Margot. Pour être honnête, il y a des moments que j'ai trouvé un petit peu longs. Il y a certains passages desquels j'ai eu un peu du mal à me dépêtrer. Je sais pas si c'est la longueur des moments, parce que très honnêtement, c'est un véritable roman d'aventure. Il se passe plein de choses. Il y a plein d'actions, il y a de l'intrigue, il y a de l'histoire d'amour. C'est peut-être, je pense, le côté qui m'a un peu plus... au bout d'un moment, les histoires d'amour et les tirades... Oui, je sais pas, j'étais un petit peu moins dedans à ces moments-là. Par contre, vraiment, le côté politique est palpitant. Suivre les manigances que chacun prépare à la cour pour tenter de tirer clairement la couverture de son côté, c'est ça l'expression. J'ai bien aimé le personnage de Catherine de Médicis, qui est ici la méchante sorcière. On sait que c'est très romancé. D'ailleurs, il y a eu plusieurs études qui montrent que l'image qu'on a de Catherine de Médicis et l'image qu'on a voulu lui donner n'est pas forcément en accord avec le rôle qu'elle tenait réellement à la cour. Mais c'était très efficace. Toutes les questions autour de la place de Henri de Navarre, du futur Henri IV, qui sent bien qu'il y a des gens qui veulent le faire tomber parce qu'il représente une menace pour le trône. J'ai adoré ça. Vraiment, c'était très très chouette. Il y a un côté très intéressant, très palpitant, même si je te le dis, c'est quand même vachement romancé. Bon, je pose le livre, tu m'en veux pas, mais il fait un reflet absolument immonde. Je te disais que j'ai trouvé le rythme pourtant très plaisant. C'est pour ça que j'ai du mal à m'expliquer pourquoi, à des moments, j'ai eu du mal à avancer. Peut-être que je le posais pendant plusieurs jours d'affilée et que donc j'avais moins envie d'y retourner, je ne sais pas, mais il y a vraiment des rebondissements, il y a un côté très trépidant à cette histoire et à la plume de toute façon de Dumas. Pour parler de cette plume, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est peut-être même l'un des points que j'ai préféré dans ce roman, parce que je me suis délectée, franchement, du côté très théâtral de sa plume. Que ce soit les personnages, que ce soit les dialogues, tout est très expressif, il y a un côté presque un peu caricatural, presque un peu exagéré, mais dans le bon sens. Je te dis, j'avais l'impression d'assister à une pièce de théâtre. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'on est sur un propos de base et un contexte historique qui est super lourd. Et le ton qu'il emploie, les caractères qu'il donne à ses personnages, les mises en scène parfois de certains moments qui ont un côté vraiment presque cocasse, ça offre de la légèreté et ça donne un très bon équilibre, moi je trouve, à la structure globale en fait du texte. J'ai souri plusieurs fois parce que certains termes employés, parce que comme je te dis, certaines situations qui prêtent à sourire, c'est très efficace, c'est très entraînant. On a, oui, je me répète, mais vraiment l'impression d'assister à des scènes d'une pièce de théâtre, on nous pose un décor, on y fait se mouvoir les personnages, c'est très agréable de ce point de vue-là. Vraiment, je me répète, mais parce que j'ai adoré le style. Il m'a manqué un petit quelque chose pour que ce soit un énorme coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture et encore une fois que je suis ravie d'avoir faite avec Jessica. Après ça, j'ai lu un petit livre parce que j'avais envie de quelque chose d'un peu plus petit, tout simplement, et j'ai lu l'arrière-saison de Philippe Besson qui est édité ici chez Pocket. Ce livre, je lui ai mis un 3,5 et c'est pas parce que je ne l'ai pas... De toute façon, 3,5 c'est pas nul,
C'est assez difficile, je trouve, de résumer ce genre de texte de Philippe Besson parce qu'ils sont très courts. Et du coup, je sais jamais vraiment ce qu'il est judicieux de te dire ou pas, mais j'aime le point de départ de cette histoire. Philippe Besson raconte que tout commence avec une peinture de Edward Hopper, qui est un tableau qui représente une femme assise à un bar entourée de 3 hommes. Alors lui vient l'idée, ou du moins l'envie, de raconter ce tableau. On est donc ici avec une femme qui rentre dans un bar, qui retrouve ses habitudes, vraiment lovée dans sa routine, elle connaît très bien justement le monsieur qui travaille dans ce café. Et puis c'est l'histoire d'un homme qu'elle fréquente pour tenter justement de casser ses habitudes, mais qui n'en fait rien. Et finalement d'un autre, symbole de sa routine, du passé, de cet amour qu'il a été. Et je ne t'en dirai pas plus. C'est du Besson. C'est très agréable. Je trouve vraiment sa façon d'écrire très plaisante. C'est simple, c'est joli comme tout, c'est une simplicité qui en plus raconte des choses simples. C'est, je me répète, mais vraiment agréable. J'aime sa façon en plus d'écrire les histoires, de les construire, les différents points de vue qu'il prend, les pensées des différents personnages. C'est un truc, j'ai pas lu énormément de textes de Besson, mais qui revient assez fréquemment. La pluralité de points de vue, mais qui apporte vraiment quelque chose aux scènes, à l'histoire. Ici, c'est vraiment une scène qu'on nous propose et qu'on nous raconte. J'aime sa narration. Je trouve qu'il nous balade toujours avec beaucoup d'aisance, qu'il nous emmène là où il a envie, avec une telle simplicité qu'on se laisse porter. Je vais encore me répéter, mais Philippe Besson, c'est tellement agréable comme genre de lecture. Et quand je te parle de la simplicité de sa plume, vraiment il n'en fait pas trop. On s'entend, hein, quand je dis simple, c'est absolument pas péjoratif, c'est vraiment joli. Et je trouve qu'elle sonne vraie dans sa manière de mettre en place l'histoire, dans sa manière de décrire les sentiments de chacun. Il y a quelque chose de très vrai auquel on peut facilement, je trouve, s'identifier, pas sur tous les points. Je trouve qu'il écrit vrai et c'est particulièrement séduisant. Je vais pas m'étaler sur cette courte lecture parce qu'elle n'est pas franchement marquante et je sais qu'elle ne le sera pas, mais c'est un très joli texte qui parle d'amour, de la fin de l'amour, des souvenirs, de ce qu'on décide ou non de reconstruire et des choix qu'on fait. C'est un joli tableau qu'il nous dépeint, c'était vraiment, je me répète, mais très plaisant. Purée, je pense que j'ai dit le mot plaisant 48 fois. Lecture suivante, fini la légèreté. J'ai enfin lu Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklisevich, édité ici chez Folio Fantasy. Tout le monde le sait, j'ai adoré Du thé pour les fantômes. Vraiment une excellente lecture et j'avais trop hâte de lire le premier texte de l'autrice qui est ce roman de dark fantasy. Pour le coup, plutôt dark. Le roman, il s'ouvre sur Sheltel, l'île au milieu du monde, dont les habitants se pensent seuls au monde. Mais c'est alors qu'un jour apparaît à l'horizon un étrange navire pirate. Et on suit alors, à l'aube de cette imminente rencontre qui va tout bousculer, 4 personnages. De la main, une sorcière étrange qui a le pouvoir de donner et de reprendre la vie. Arthur, un commerçant sans scrupules mais vraiment influent, impitoyable commandante du bateau pirate et sa jeune pupille. On va alors, comme je te disais, assister à cette rencontre, mais surtout à tout ce qu'elle va révéler de cette société, de ces différentes sociétés qui la composent, de ces différents modes de vie, de leurs mœurs, de leurs croyances. Et avec les habitants, on va en apprendre beaucoup sur les secrets, sur les mensonges sur lesquels sont bâtis ces justement dites croyances et sur toutes leurs dérives. Ce texte, je lui ai mis un 4,5 sur 5. J'ai adoré, on est à ça du coup de cœur pour moi. Déjà, qu'est-ce que c'est bien articulé. Je trouve le rythme hyper efficace. Ça me conforte vraiment dans l'idée que j'adore le style de cette autrice. J'aime sa manière d'employer l'écriture. J'aime le fait qu'à des moments ce soit poétique, j'aime le fait qu'à d'autres moments ce soit plus incisif, plus cru, parce qu'on est au cœur de quelque chose qui le nécessite. J'aime la facilité avec laquelle en quelques pages elle nous plonge dans son univers. C'est un univers qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus dense en termes d'imaginaire que le précédent que j'ai lu d'elle. Malgré cette complexité, c'est super lisible. Les personnages sont intéressants, leur construction l'est tout autant. Au-delà de leur construction, leur développement, les questionnements face auxquels ils vont être confrontés. J'adore les personnages contrastés et ici on est tout à fait dedans, tu le sais, mais j'aime quand on n'est pas face à des personnages tout blancs ou tout noirs, face à des personnages qui ont du relief, qui ont de la texture, qui ont des défauts qu'on n'apprécie pas et pourtant pour lesquels on en vient à avoir de la peine, qu'on apprécie et pour autant qui nous énervent. Ces dualités-là, j'aime cette complexité-là dans l'écriture de personnages et là c'est vraiment bien fait. J'aime comprendre qui ils sont et pourquoi ils sont ce qu'ils sont. Comment ils vivent avec ce qu'ils ont aussi choisi d'être et puis ce qu'ils décident d'en faire, les choix qu'ils font, l'impact qu'ils ont. J'adore ça et là c'est
absolument le cas. Bref, j'ai adoré de toute façon, tu l'as compris, je ne vois pas de point négatif à cette histoire, si ce n'est qu'elle fait 340 et qu'elle en aurait fait 200 de plus, ça ne m'aurait absolument pas dérangé. Ici, Chris Vuklisevich, elle nous offre une espèce de conte sombre, violent, alors vraiment violent, hein, à des moments crus parfois. Et je trouve que tout ça, c'est nécessaire à ce qu'elle soulève, aux questions qu'elle pose sur la différence, sur les choix, encore une fois, sur le libre arbitre, sur la manipulation sous couvert de croyances et le poids des traditions. J'ai adoré, 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 tu le comprends, je te recommande hyper chaudement cette lecture. Ensuite, j'ai lu un livre qui m'a absolument ravagée et le mot est presque faible. C'est La Chambre de Françoise Chandernagor. Pareil, la lumière est vraiment très chum, donc je vais pas le garder longtemps en main. J'espère que tu ne m'en veux pas. Ce texte, je lui ai mis un 5 sur 5. Franchement, c'est une claque douloureuse et qui clairement va laisser des traces. J'aimerais te lire rapidement la première page du texte parce que je me suis lancée dedans en n'ayant lu rien d'autre que cette première page, en ne sachant même pas de qui on parlait et du coup, avant de te dire de quel personnage il est question ici, même si beaucoup le savent, je pense, j'ai envie de te lire cette première page. Le tour de l'île, 24 pas, 6 du nord au sud et d'est en ouest depuis la porte d'entrée jusqu'à la fenêtre. Les cloisons de planches, la cheminée de marbre est comme un lac suspendu, le grand miroir. La géométrie de la chambre, ses rivages, ses déserts, sa faune, j'en sais tout. Mais le décor, cet étrange décor acajou et pavé, brocart et chaises dépaillées, qui l'a composé? Qui, surtout, a donné l'ordre de condamner les portes, puis la fenêtre, la cheminée, de poser des serrures, des verrous, je l'ignore, et l'enfant? Lorsqu'on a détaché sa chambre du continent, pourquoi n'a-t-il pas crié? Pourquoi s'est-il laissé couler? À l'origine du crime, qu'y avait-il? Quand la foi soulève des montagnes, elle écrase des enfants. Est-ce la foi qu'on trouve au commencement de cette histoire? Ou bien la peur, la bêtise, le hasard? Qu'y avait-il au commencement? Je tenais à te lire cet extrait pour que tu puisses te rendre compte de l'immense fossé entre la beauté absolue des mots de Françoise Chandernagor et l'horreur, tout simplement, qu'elle est en train de nous raconter. L'enfant dont elle nous raconte l'histoire est ici, Françoise Chandernagor, c'est Charles-Louis, le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Elle nous raconte cet enfant otage, mis dans cette chambre, qu'on abandonne, qu'on ne regarde presque plus, dont on arrête et de s'occuper et de vraiment se soucier, qu'on emmure vivant, hein, globalement, dans cette chambre. Et le petit Charles-Louis, il y décédera à l'âge de 10 ans. Je vais commencer par te dire que là aussi, j'ai beaucoup aimé la mise en place du roman, sa structure. Elle raconte des faits en se basant sur les quelques archives disponibles. Elle met donc en scène des personnages qui ont réellement existé et qui ont réellement tour à tour été en charge de la chambre et de son habitant. À d'autres moments, elle fait intervenir des personnages totalement fictifs qui nous sortent un peu de l'histoire. Et alors, ces moments sont très intéressants parce qu'ils nous permettent de respirer un petit peu. Il nous détache un peu émotionnellement de l'horreur de ce qu'est cette prison. Et j'ai trouvé ça très très juste. Il y a toute une partie aussi du texte où on est bien après la mort de l'enfant et un homme cherche à savoir, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment on a pu en arriver à ce stade-là, pourquoi tout le monde a fermé les yeux. Et je trouve que ces différents points de vue, ils permettent de densifier l'histoire et de la rendre à la fois plus digeste et plus légère parce que ce que vit cet enfant dans cette chambre, c'est, tu te doutes, atroce. Et les passages où elle raconte justement ce qu'est en train de vivre cet enfant, bien qu'ils soient des bijoux d'écriture, sont honnêtement, moi, ils m'ont ravagé. C'est un livre qui est pas très long, mais que j'ai posé plusieurs fois parce que j'avais besoin de m'en détacher, j'avais besoin de prendre le temps, en fait, tout simplement. Je te l'ai dit, je suis moi de toute façon sensible au fait qu'on mette la lumière sur des personnages historiques, soit peu méconnus ou desquels on a une image peut-être trop simpliste. Et alors, là, ça m'a particulièrement touchée, mettre en lumière ce qu'a été la fin de vie de ce petit garçon, parce que symbole, en fait, d'un monde qu'on voulait voir disparaître. Tu te doutes, j'ai été très sensible à toutes les questions, là aussi, qu'elle nous propose à travers ce texte, ce qu'on fait au nom de la légitimité du silence, de ce qu'on ne dit pas ou qu'on n'a plus envie de dire sous prétexte que j'ai beaucoup aimé ça. Comment on se déresponsabilise et on se déculpabilise sous prétexte que enfant symbole. Bref, j'ai trouvé ça révoltant, j'ai trouvé ça déchirant et en même temps j'ai trouvé que c'était un témoignage vraiment important. Et je te le dis,
Au-delà du fond de l'histoire, la forme m'a particulièrement emballée. Je maintiens mes énormes claques, même les répétitions, il y a quelque chose de l'ordre de la question, tu l'as entendu dans ce que je t'ai lu au début, il y a des questions comme ça qui reviennent, qui découpent le texte, c'est tellement intelligent. Ce texte, c'est un bijou que je ne vais pas relire de sitôt, clairement, parce que quand je te dis qu'il m'a ravagée, j'en suis encore très imprégnée, mais il fallait absolument que je t'en parle. On va terminer cette vidéo sur une lecture pour le coup bien plus légère que La Chambre. C'est Aatea de Anouk Faure que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Argile. Livre auquel j'ai mis un 3,7 sur 5. Je vais commencer par te dire que je suis ravie d'avoir enfin pu découvrir la plume d'Anouk Faure. C'est une autrice qui m'a attiré beaucoup avec son précédent texte, La Cité diaphane, que j'ai toujours pour but de lire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé rencontrer son univers. Aatea, c'est le nom d'un jeune navigateur capable de ressentir les vibrations du monde, ou du moins de son monde. Aatea, il aime profondément naviguer, il rêve de choisir. Il aime ce sentiment de presque liberté et c'est de toute façon ce qu'il désire le plus un jour, être libre, pouvoir choisir tout simplement, parce qu'Aatea, il n'en a pas le droit, puisque né en mer et qu'il ne possède pas ce qu'on appelle le filament. C'est une espèce d'organe qui te lie à une île et qui te permet une forme de communication avec les îles. À la suite de plusieurs événements, notre cher Aatea va décider, parce qu'il ne supporte plus sa condition, de fuir et d'aller trouver des réponses, certes, mais surtout la liberté. Globalement, j'ai apprécié ce roman. Il y a beaucoup de choses que auxquelles j'ai été vraiment sensible. L'écriture d'Anouk Faure m'a beaucoup plu. Son écriture, elle est complexe. Honnêtement, on sent qu'elle aime les mots, on sent qu'elle aime jouer avec. C'est très léché, c'est très riche. Sa façon de construire le récit aussi, je la trouve très efficace, vraiment agréable. Elle a quelque chose d'immersif. Même si je n'ai pas tout saisi, j'ai aimé l'univers qu'elle nous propose, ces îles vivantes, ce monde qui dit mais qu'on n'écoute pas. Et alors par-dessus tout, je pense que quasi tout le monde est unanime là-dessus. Le personnage d'Aatea est tellement attachant. C'est vraiment un personnage touchant, duquel on se sent très vite proche, même si, je vais pas te mentir, je trouve que l'écriture d'Anouk Faure a quelque chose qui, moi, perso, me distance un petit peu émotionnellement de la chose, et pourtant, le personnage d'Aatea, on l'aime quasi instantanément. On se retrouve vite, du coup, lié à lui, impliqué dans ce qui lui arrive, dans les choix qu'il doit prendre, concerné, en fait, on est vraiment concerné par son personnage. Et ça, c'est, au-delà du style qui vraiment est très beau, une des grandes forces du récit, le personnage d'Aatea. Je t'en dis pas trop, mais il y a une relation qu'il va tisser avec quelqu'un qui est aussi franchement touchante. Et puisqu'on est concerné par ce qui arrive à notre petit Aatea, on avance vite dans le roman. Le rythme y est pour beaucoup, il aide grandement l'avancée. Mais on a envie de savoir ce qui va lui arriver, on a envie de savoir s'il va réussir à trouver ce qu'il cherche. Par contre, il m'a manqué quelque chose. Je crois qu'en fait, j'ai pas bien saisi le fond du texte. Et en fait, au vu de l'intensité du reste, de l'écriture, de la construction, de la manière dont elle nous a tissé son personnage, enfin en gros, vu l'intensité de ce qu'est ce récit, il m'a manqué quelque chose et je crois que c'est au fond du sens. Je pense que je n'ai pas compris réellement pourquoi, quel est le sous-texte, ce que c'est censé dire, ce que c'est censé raconter d'autres. Je sais pas, je trouve que parce que tout est tellement bien, j'ai l'impression, moi, qu'on est resté un peu en surface, et en fait la surface, elle est tellement bien, tellement belle, tellement intéressante, que le manque du fond que moi j'ai pas compris, encore une fois, c'est peut-être juste totalement ma faute, et bah ça a pêché, ça m'a vraiment manqué. Sans ça, tu le comprends, ça reste quand même une très bonne lecture que franchement je te recommande si tu as envie de te lancer dans cet univers immersif, bien construit, dans ce roman d'aventure avec un personnage qui ne pourra pas, j'en suis sûre, te laisser insensible. Franchement, fonce. Et moi ça ne m'a donné que plus envie encore de découvrir La Cité diaphane. Donc voilà, c'est quand même une très chouette lecture. On a donc fait le tour des lectures dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, j'espère que la lumière, comme d'hab, n'est pas trop chaotique, que j'ai réussi à peu près m'en tirer. J'espère que ma voix est pas trop gênante non plus. Je me rends pas bien. Comme j'ai les oreilles bouchées, je me rends pas très bien compte. Comme d'habitude, dis-moi si tu as lu certains de ces textes
Et si c'est le cas, ce que tu en as pensé, ou s'il y en a que tu as envie de découvrir, dis-moi aussi ta lecture en cours, parce que, comme d'habitude, tu le sais, je suis curieuse. Moi, je suis en train de lire L'Indésirable de Sarah Waters, qui est quand même une pavasse, hein, on est sur un peu plus de 700 pages. J'ai passé la moitié et pour l'instant, je m'éclate. Je voulais aussi te dire, je ne sais pas si tu l'as vu ou si tu me suis ou non sur Instagram et sur TikTok. J'essaye de poster aussi sur TikTok, mais clairement, c'est pas la plateforme que je préfère au monde. J'essaye de proposer davantage de formats courts, un peu plus écrits pour certains, avec parfois des lectures d'extraits, etc. Bref. J'essaye de travailler un peu plus le format court, donc n'hésite pas à aller voir sur Instagram si ça peut te plaire. En tout cas, moi je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Il commence à pleuvoir. Vivement le printemps, parce que je n'en peux plus. Bref, je te retrouve la semaine prochaine, normalement, pour une prochaine vidéo qui devrait être ma pile à envie pour le printemps. Vraiment, j'ai besoin du printemps, là. Oh là là, cette outro est très longue. Bref, je te fais des bisous. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, prends bien soin de toi.